Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, il aura été pendant longtemps la bête noire de députés et autres hautes personnalités de la République. L'alinéa 2 de l'article 3 de la loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Il leur faisait obligation à faire la déclaration de leur patrimoine à la Chambre des comptes de la Cour suprême à la prise et à la fin de leur fonction. Mais depuis le 20 avril 2020, donc de cette année, cette disposition, mesdames, messieurs, relève bien du passé. À la faveur de l'examen et de l'adoption de la loi numéro 2020-09 portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, il aura purement et simplement été abrogé. Au grand soulagement de bon nombre d'élus, mais à la grande déception de bon nombre d'acteurs de la société civile. 100% Bénin, le numéro du jour pour s'y attarder. Ce sera autour du thème abrogation de la loi portant déclaration des biens des élus à un mandat public, la lutte contre la corruption plombée, le regard croisé d'un politique et d'un observateur de la vie sociopolitique. À ma gauche, sur ce plateau, Félicien Fayon, acteur politique et des membres du parti UP, Union Progressiste. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. En face de vous, pour cet instant, analyse Julien Kandé-Kamso, poète engagé, dramaturge, analyste, il est observateur de la vie sociopolitique. Julien Kandé-Kamso, bonjour. Bonjour Monsieur Joël. Merci de répondre à notre invitation. Merci Monsieur. Déclaration de patrimoine à la Chambre des comptes de la Cour suprême à la prise et à la fin de fonction pour tout élu à un mandat public et tout agent public. Et depuis le 20 avril 2020, c'est un ouf de soulagement, dit-on, pour bon nombre de cadres et personnalités de la République. Au détour de l'examen et de l'abrogation de la loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, les députés de la 8e législature ont abrogé la disposition qualifiée d'enquiquineuse. Alors Félicien Fayon, vous avez certainement suivi ce jour-là, quand la nouvelle est tombée, comment vous, un jeune leader, avec beaucoup de visions et de rêves pour son pays, comment avez-vous accueilli la nouvelle ? Merci beaucoup Joël de m'inviter sur ce plateau pour opiner sur cette question qui est très importante pour notre pays et qui compte beaucoup pour la gouvernance dans notre pays. Je voudrais préciser que je n'ai pas reçu mandat du parti Union Progressiste donc pour parler en son nom. C'est un journaliste qui parle et donc tout avis que je donnerai, toute opinion, donc sur le personnel. Alors, je voudrais dire que quand cette nouvelle est tombée, vous savez, il faut toujours éviter de prendre ces informations-là avec émotion. Il faut d'abord fouiller, aller chercher à savoir ce pourquoi une telle disposition a été donc sautée de la loi. J'ai suivi des commentaires, j'ai également lu certains commentaires. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé à être convaincu de la nécessité d'annuler cette disposition de la loi. Mais j'ai fait l'effort de comprendre la logique dans laquelle s'étaient inscrits 7 députés-là qui ont fait cette proposition. C'est que pour eux, on ne peut pas demander à des gens qui ne gèrent pas des fonds publics, des gens qui ne gèrent pratiquement rien, de déclarer leurs biens. Un chef de village, par exemple, quand il entre, il n'a pas de salaire, il n'a rien, il ne gère pas, il n'a pas un budget qu'il gère. Pourquoi doit-on lui faire obligation de déclarer ses biens à l'entrée et après, donc, au terme de sa fonction? Donc voilà autant d'arguments. C'est vrai, ça ne m'a pas convaincu, mais je suis satisfait quelque part, c'est qu'il est prévu dans la même disposition aussi, donc en lieu et place, donc il est prévu que le chef d'État prenne un décret pour maintenant lister les personnalités qui doivent donc désormais déclarer leurs biens. Ça veut dire qu'au niveau du gouvernement, des choses peuvent être corrigées. Au niveau du gouvernement, des choses peuvent être corrigées. On va apprécier tout à l'heure, oui. Il reviendra au chef d'État de prendre un décret. Quel peut être son contenu? On appréciera et l'acte lui-même. Mais avant, oui, Julien Kandé, et vous, votre regard? Oui, merci, monsieur le journaliste. Merci pour le sujet proposé. Je salue toute l'équipe qui travaille avec vous pour pouvoir nous faire sortir des sujets accrochants. Et du vif du sujet, je vais
tourner un regard vers le général Mathieu Kérékou, qui disait les intellectuels béninois ou africains travaillent dans leur propre pays comme des colons. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à piller leur pays à tout moment pour pouvoir s'enrichir sur le dos de l'État et investir ailleurs ou dans les comptes à l'étranger. Et cette loi, à mon avis, quand j'ai fait des recherches sur ça, j'ai constaté que cette loi a été votée pour que les partenaires, quand ils investissent dans un pays, puissent s'assurer qu'à la fin, la gestion a été équitable, bien faite. Mais du coup, on dit cette loi... On vient d'abroger la loi, même si ce n'est pas encore peut-être promulgué, et on va voir d'autres dispositions. Ça ne rassure pas, parce qu'il se peut que si cette loi est abrogée, ça veut dire que la loi, elle est gênante. Elle gêne quelqu'un. Et nous connaissons l'Assemblée qui est assise là. On va dire ça vient de la proposition, vient des députés. Et je me demande depuis quand ces députés, sur des questions sérieuses, ont adressé une question orale au gouvernement. Je n'ai pas encore vu ça. Donc je me suis dit que des gens se sentent déjà lourdement enrichis avec le groupe, je ne vais pas nommer, le groupe Talon, beaucoup d'entreprises affiliées au chef de l'État, avec sa clique où Komi Kouché dans sa déclaration disait le bonheur se fait pour 200 personnes. Donc ceux-là se disent mais si cette loi est là, on finit par nous demander des comptes parce que la loi demande, avant d'entrer, vous avez telle chose. Vous venez de finir, vous allez faire une déclaration de vos biens et on fera la comparaison avec votre budget, avec votre salaire. Est-ce que vous pouvez arriver à capitaliser cela? Donc, dans ce sens, nous pouvons dire que la loi gêne des gens. Avec ce qui se passe, si nous prenons le regard de Luc Atrokou qui tirera déjà Boycon pour Cotonou, les maires sont connus d'avance avant les élections et des gens qui aujourd'hui ont certains biens. Il est élu maire? Oui, il est proposé être maire et c'est sur cette base-là qu'il est venu. Et vous allez voir d'ici 17... Moi, je suis du parti Union Progressiste, mais je n'ai pas l'impression dans laquelle c'est lui qui a proposé qui sera le maire de Nous avions constaté dans les propos, dans les déplacements, même à l'autre là, tout récemment, le journaliste Aboubakar Takou a écrit sur le maire de Parakou qui serait bien déjà et puis... ça, c'est des écrits de journalistes. Non, ce ne sont pas des... S'il vous plaît, on va faire votre précision. Préciser. Tout candidat à l'élection... C'est quoi le lien? Vous permettez, Félicien, d'abord. Oui, c'est quoi le lien là où vous allez là? Oui, le lien est que des gens qui, avec un peu de temps, peuvent s'enrichir tel qu'ils veulent. Et puis la loi, il n'y a aucune loi, à la date d'aujourd'hui, parce que la loi est abrogée, pour pouvoir contrôler leur patrimoine. Je prends l'exemple sur Komi Kouché, peut-être récemment, où quelqu'un dont les comptes ont été certifiés. Et puis on saisit ses biens. Si les biens n'étaient pas déclarés, comment on peut saisir les biens? Déjà. On veut avoir de l'argent parce que notre pays vit sur la fiscalité, sur l'impôt. Comment les gens qui n'ont pas déclaré leurs biens, leurs entreprises, à la sortie de la gestion des choses étatiques, vont finir par payer les impôts? Comment ils vont payer pour être droit vis-à-vis du fisc pour pouvoir aller aux élections? Donc, ce sont des dispositions que nous voyons et puis ça nous frustre en tant qu'analystes parce que, après tout, je suis citoyen béninois. Et si nous confions la gestion de notre pays à quelqu'un et du jour au lendemain, on voit de l'amalgame, de la dichotomie ou des retours-pédalages dans des dispositions étatiques et ça frustre. Et il faut avoir le courage de le dire. Oui, monsieur Félicien, votre vis-à-vis, sa crainte, c'est de voir des gens qui, du jour au lendemain, changent carrément de statut. Or, avec cette loi, ce n'est pas évident. Et c'est vrai que, de par le passé, on a vu beaucoup de régiments de la part de nombre d'autorités aller déclarer leurs biens. C'est la croix et la bannière. On se rappelle, l'ANC avec ses coups de butoir demandant à ce que les gens aillent régulariser leur situation. De ce point de vue, pensez-vous qu'on aura fait du tort à la République? Vous savez, j'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif que les arguments évoqués par les députés qui ont opté pour l'abrogation de cette disposition ne m'ont pas encore convaincu de l'opportunité donc de cette disposition qui a été donc amputée à la loi. Mais je voudrais quand même que l'on essaye de faire la part des choses. D'abord, ce n'est pas toute la loi qui a été abrogée, ce n'est qu'une disposition de la loi. La loi elle-même, elle est là. Ensuite, ce n'est pas toutes les personnalités qui sont concernées par cette nouvelle disposition qui a été introduite et celle qui a été donc amputée à la loi. On a dit des personnes qui sont élues
à des fonctions publiques. Ça veut dire que celui qui est nommé ministre, par exemple, n'est pas concerné. Celui qui est nommé DG n'est pas concerné. Celui qui est nommé à un poste de directeur n'est pas concerné. Lui, il doit déclarer ses biens. C'est clair. C'est des gens qui gèrent le budget de l'État, c'est des gens qui gèrent les fonds publics, d'accord? Alors, ils sont les députés qui ont milité pour cela. On donne des exemples quand même. J'ai parlé du chef de village, j'ai parlé du chef d'arrondissement. Alors, le décret du chef d'État, c'est là où ce décret doit pouvoir qualifier les choses. C'est que, par exemple, un maire gère un budget. Et donc, le maire doit pouvoir quand même déclarer ses biens. Pour l'instant, justement, Félicien, pour nos téléspectateurs, il faut préciser dans la loi, la clarification n'est pas encore apportée. C'est le décret du chef d'État qui apportera cette clarification. Mais la question qu'on doit se poser, on parle Félicien, des gens qui sont élus à des mandats électifs. Mandats électifs, oui, bien sûr. Les ministres ne sont pas concernés. Maintenant, Félicien Fayon, oui. C'est quoi? C'est vrai, vous l'avez dit aussi, que vous n'êtes pas trop convaincu, mais quel peut être le gain de ce choix opéré par les députés, d'après vous, en dehors de ces chefs quartiers? Les députés sont quand même concernés. Les députés ne sont qu'une partie des personnes qui sont donc concernées. Et on se rappelle tout le tollé qu'il y a eu par rapport aux députés. Ils sont minoritaires par rapport à ce cas-là. Ils sont minoritaires par rapport à ceux qui sont concernés par cette disposition, parce qu'ils ne sont que 83. Si c'est les chefs de village, nous avons des milliers de villages. Si c'est les chefs d'arrondissement, nous avons plus de 500 arrondissements. Et donc, ceux-là sont même majoritaires. Et il y a même les maires également. Donc, les députés sont minoritaires par rapport à cette disposition. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas trop focaliser l'attention sur les députés, parce que je ne sais pas si un député gère un budget, je ne sais pas si un budget gère des fonds publics, si ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale qui gère un budget, mais je sais une chose, le décret viendra faire des précisions. Je sais encore une chose, c'est que nous sommes par exemple sous un régime où la corruption n'a pas de... Il n'y a pas de pardon pour la corruption. Vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à ce jour, il n'y a pas un cas de corruption qui n'a pas été sanctionné. C'est-à-dire même un début de tentative de corruption est puni. Ça veut dire que même si le président de l'Assemblée nationale arrivait donc à mal gérer des fonds publics, il sera puni. Cela c'est clair et il n'y a même pas de truc là-dessus. Même des députés en fonction qui... quand bien même ils ont une immunité parlementaire, qui sont tombés sous le coup de la loi, ont été frappés sous ce régime. À partir de cet instant, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à cela. Alors, on peut peut-être demander à ces députés-là le bien fondé de leur acte, mais je crois que à y voir de près, c'est qu'il n'y a rien de grave. Il y a plus de peur que de mal. Oui, alors, vous l'avez suivi, il y a plus de peur que de mal, car le chef de l'État a désormais les coups des franches pour prendre la bonne option pour la République. Vous vous en dites quoi? Ça, d'abord, ça fausse les calculs. Ce n'est pas le chef de l'État qui va décider, parce qu'il est conseiller qui va décider de ceux qu'on va contrôler. Il dit tout à l'heure qu'avec la corruption dans ce pays, il y a la lutte contre l'impunité, elle est grande. Oui. Il y a deux bases que je veux utiliser pour montrer qu'on n'a rien fait dans la lutte contre la corruption. Vous écoutez vous-même? Oui. Au Bénin, on n'a rien fait. On n'a rien fait. La lutte contre la corruption, c'est aujourd'hui que... Même transparence, même amnistie... Écoutez, la transparence, nous, on fait une transparence. Écoutez, la corruption, ce n'est pas simplement le fait de dire que quelqu'un a volé 10 000 ou 5 000 de tel compte ou bien a détourné pour autre chose. Si on veut parler de la lutte contre la corruption, nous avons eu à faire une élection, on a fait la deuxième élection sous ce régime-là. Et si nous allons parler de la lutte contre la corruption, de la transparence, de la gestion des choses, ce ne sont pas ces deux partis du chef de l'État qui seront à l'Assemblée. Ce ne sont pas les partis qui sont affiliés au chef de l'État qui seront en train d'aller aux élections. Après ça, par rapport aux engins dans un ministère où on a dit la surfacturation, par rapport à ICC Service où on a cité les noms de pêle-mêle d'ici, depuis, et puis on a sali le nom peut-être de quelqu'un, quelle est la suite de ce qui s'est passé? Dans ce cas, on ne peut pas dire qu'on fait une lutte contre la corruption, encore que c'est quand l'Assemblée, la 7e législature était en place, que les gens criaient des détournements des fonds qui sortaient de la caisse de l'État, le trésor public. Mais depuis quand l'Assemblée, là, 8e qui est là, et bon, moi je ne considère pas comme Assemblée, ça c'est Julien ça, mais depuis quand cette Assemblée est installée, est-ce qu'il y a une question adressée au gouvernement pour savoir si telle chose ont été détournées ou pas? Donc c'est le gouvernement qui décide de juger ou de ne pas juger qui que ce soit. Et des fois... Il y a des tribunaux au Bénin. Nous avons des tribunaux, mais c'est le gouvernement qui décide de dire ceux-là, on peut juger ceux-là. Ceux-là ont des immunités. Prenons le cas de celui qui a bu, parce que moi je le dis, les gens ont bu l'eau du pays. Celui qui a l'affaire de 5 milliards de l'eau. Et on a dit, l'ancien président, s'il dit ping, on dit pas, aujourd'hui ceux-là sont où?
C'est à faire évoluer. S'il vous plaît, là, vous avez votre temps dans... concret, mais malheureusement, laissez-le continuer, vous allez réagir. Il ne faut pas le laisser continuer parce qu'il y a des cas qui n'existent pas. Non, le cas de la moto, le cas des motos... Il a parlé, par exemple, d'un député ou bien de quelqu'un qui aurait bu l'eau des populations. Je ne sais pas si ça s'est passé sous ce régime. C'est vrai qu'on ne doit pas tenir compte du régime, mais ça s'est passé sous le régime Boni Yahi, qui n'avait pas sanctionné à l'époque son ministre, qui n'avait pas sanctionné le ministre devenu plus tard député FCBE. Et c'était des députés FCBE, des gens qui sont aujourd'hui en exil, qui croient qu'aujourd'hui, qui sont combattus. C'est eux qui étaient là à l'époque. Ils avaient refusé de lever l'immunité parlementaire de ces députés. Il est encore là aujourd'hui. Donc, ça, c'est un exemple qu'il faut même sortir des exemples. Vous savez, vous avez parlé de ICC Service, tout comme si le phénomène ICC Service s'est produit sous le régime actuel. Je crois que non. Il faut quand même qu'on fasse la part des choses pour dire que il faut saluer même ce régime qui a quand même eu l'idée, la bonne idée de créer la CRIET. C'est la CRIET qui a quand même tranché sur cette affaire, qui a permis de savoir aujourd'hui qui est responsable, qui est coupable du phénomène ICC Service. C'est déjà très important. C'est déjà là un début de lutte contre la corruption. Quand on arrive à savoir qui est auteur d'un tel acte de malgouvernance, c'est déjà un bon début. Vous savez que sous ce régime, des gens proches du chef d'État ont été punis, ont été emprisonnés parce qu'ils ont posé des actes de malgouvernance. Vous le savez très bien. Et vous n'êtes pas arrivé encore à citer un seul cas. Vous avez parlé de moto. Alors, quand il y a eu problème de moto, le dossier a été envoyé à la justice, oui ou non? Vous savez que nous avons plusieurs types de pouvoirs dans le pays. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Vous savez bien sûr qu'il y a ça. Et la justice qui classe le dossier sans suite. Qu'est-ce que le gouvernement a à voir dans cela? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et donc, à partir de cet instant, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lutte contre la corruption ici. Vous avez parlé de l'élection de députés, il y a eu 2 élections, et que pour vous, je crois que si vous vous limitez votre connaissance par rapport à la lutte contre la corruption, à ces éléments, à ces détails-là, je crois que c'est une erreur. Parce qu'il y a des institutions internationales, il y a des organismes internationaux qui, quand même, de loin, apprécient le travail que le Bénin fait en matière de lutte contre la corruption, en matière de bonne gouvernance, et saluent. Permettez, on va demander à votre vis-à-vis, vous avez pris la parole pendant qu'il parlait. Oui, votre vis-à-vis réclame. Non, je vous reprécise simplement. Il vous a pris la parole simplement parce que vous étiez dans les détails pour répondre à ces expressions. Est-ce que vous avez des éléments concrets pour qu'on puisse évoluer? Oui, nous avons des éléments concrets. Il a dit par rapport à la lutte contre la corruption, le cas du député, du ministre qui est devenu député. Et le gouvernement a fait des efforts, c'était pas sous le régime actuel. Mais le cas Komikouché, le cas Djenotin, ce n'est pas sous le régime actuel. Komikouché a volé quelque part, il a travaillé sous ce régime. Il n'a pas travaillé sous ce régime. Mais il n'a pas été puni, le dossier est devant la CRIET, non? Mais je dis, mais ce dossier est devant la CRIET. L'autre dossier aussi, c'est le même cas. Ce n'est pas sous ce régime où on a parlé de détournement des fonds qui sont destinés à l'eau. C'est sous le régime ancien, mais le régime actuel a pris le temps de voir les adversaires politiques et de lutter contre ceux-là. Pour vous, selon vous, c'est que le régime actuel doit pouvoir réveiller tous les anciens dossiers de corruption sous d'autres régimes et prendre son temps à travers ce dossier. C'est sur ça alors que le régime travaille pour qu'il n'y ait plus d'autres dossiers de corruption. Non, et si c'est le procès régime vient Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si c'est ça, pourquoi le régime réveillait les démons, les anciens démons, et il laissait d'autres démons? Ça ne suffit pas simplement dans le cas. C'est tellement que la lutte n'est pas impartiale. La lutte, elle est basée sur le côté de ceux qui sont opposants. Ça, c'est votre appréhension. Et c'est la juste appréhension qu'on devait avoir des choses. Parce que des gens, dans le gouvernement actuel, les gens proches du gouvernement actuel, on sont là et on a cité leur nom dans des affaires et aujourd'hui ils sont assis. Il n'y a rien contre des gens qui, sur 4 ans, en train de faire leur justice. C'est ce que la CRIET a tranché ici. Donc, dans cette discussion, on dit que la lutte contre la corruption ne se fait pas au Bénin. Si ça se fait, c'est juste pour pouvoir trancher la tête à certaines personnes et l'affaire continue. C'est juste ça. Donc, nous allons comprendre clairement que ce gouvernement-là fait une lutte ciblée. C'est le thème, ça. C'est une lutte ciblée et non une lutte contre la corruption. Je suis quand même heureux d'entendre mon vis-à-vis, M. Julien, dire que le gouvernement fait quand même une lutte, même s'il pense que la lutte est ciblée. C'est déjà au moins un début. C'est-à-dire le fait d'avoir commencé la lutte, c'est déjà quand même bien. Parce que le Béninois, je ne sais pas ce que le Béninois veut une chose et en même temps son contraire. Et il n'y a rien à faire pour être bien apprécié par le Béninois. Par le passé, d'accord, les autres régimes n'arrivaient pas à lutter véritablement contre la corruption. Sous le régime Kérékou, ça a été
la même chose. Sous le régime Yahya Boni, même chose. Et on criait, ce régime vient et met en place un dispositif qui permet de lutter véritablement contre la corruption. Mais on pense maintenant que la lutte est ciblée. Je vous demande, ce régime quand même aille quand même au bout de la lutte ciblée pour que notre vienne maintenant pour faire maintenant une lutte globale contre la corruption. Là, si vous avez accepté comme ça, c'est très bien que, en tant que membre de UP, vous acceptez que c'est une lutte ciblée. C'est mon objectif. J'ai essayé d'atteindre. Je vous dis ici, dans ce pays-là, la lutte contre la corruption se faisait sous le régime Yahya Boni. L'affaire de PVI où ça a déclenché beaucoup de choses, des grèves pas possibles dans ce pays. On a vu, c'est une lutte contre la corruption. Les gens constataient qu'avec ce système en place, les gens vont gruger l'État et les gens sont revenus encore mettre le même PVI. Avant, quand on ferme les frontières du Bénin-Nigeria, il y a cette question-là qui se pose dedans. Donc celui qui dit on ne veut plus contrôler les biens, c'est cela, je vois M. Joël, celui qui dit on ne veut plus contrôler les biens et qui lui a refusé PVI ici et qui est revenu placer l'instrument là et qui est en train de gérer et il se dit bon, en politique tout est possible, en 2021 on peut ne pas venir, mais il faudrait que de façon juridique nous ayons des dispositifs qui ne nous permettent pas à l'adversaire ou celui qui viendra à nous contrôler. Donc dans tout ce lot on dit ce sont des gens qui ont planifié leur plan. Et je vous dis une chose, dans les thèmes de campagne avant de venir, c'est surgir, agir, disparaître. Quand ça? Avant les élections présidentielles, quand on faisait les campagnes pour que la rupture prenne le pouvoir, en sourdine et dans les thèmes de campagne, on dit surgir, agir et disparaître. Dans un marché qui pourrait surgir, qui pourrait agir et disparaître dans un marché. C'est ce à quoi nous assistons dans notre pays. Et quand on est jeune, il faut avoir le courage de le dire face à tout le monde. Je salue déjà mon vis-à-vis qui estime qu'il n'est pas d'accord sur tout, mais il faut qu'il aille devant pour pouvoir montrer que quand nous sommes dans un pays et nous sommes jeunes, des gens qui demain on ne sait pas, il peut être ministre, peut être élu président de la République, vice-versa, il faudrait que nous commencions par dire la vérité au quoi qu'en soit notre position. Parce que c'est sur ce crédit-là que les gens pourront nous accorder de faveurs demain. Aujourd'hui, je constate que la lutte... Bon, alors, celui qui considère, s'il vous plaît, non, Félicien, sérieux. Celui qui aujourd'hui a des craintes comme ce que vous avez, parce que on a décidé de l'abrogation de cet alinéa. Et qu'on n'oublie pas que ces députés ont laissé quand même une marge de manœuvre, que dans pas très longtemps, on sera situé sur qui doit faire ou pas sa déclaration. Est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de toute inquiétude, de réticence, considérer que c'est quand même une ouverture importante pour endiguer le mal? Moi, je dis simplement... Oui. Pourquoi la loi gêne? On sait que ça ne concerne pas aux CA, aux élus, les chefs quartiers, donc ceux qui ont un budget, que ça concerne. Pourquoi ça gêne à dire qu'il justement, il faut considérer que c'est... Parce que ça, la loi gêne les gens, que les gens ont décidé d'abroger. Si moi je suis chef quartier ou CA où je n'ai pas un budget, il n'y a pas de contrôle à la fin de ma gestion, pourquoi on va me dire, on va commencer par dire il faut qu'on abroge la loi là d'abord, on ne sait pas le temps que ça va prendre. Nous avons vu ici à la veille des élections où on dit les présidents des institutions avec le chef d'État vont s'asseoir pour pouvoir décider de comment les choses vont être. Mais à la suite, on a vu la déclaration qui est sortie. Donc avec ce que moi j'ai vu, avec ma petite expérience d'existence, je n'ai pas encore assez d'âge, mais je constate qu'on ne peut pas avoir confiance avec en ceux qui nous dirigent sur ces plans, sur la question de la transparence. Parce que la transparence, c'est à la base. Jusqu'à l'université d'Abomey Calavi ou dans les universités publiques, si les chefs d'entité seront nommés, des gens qui font le pouvoir de l'État. Dans le passé récent, quand tu es doyen d'une entité, à la fin, tu peux faire compte parce que tu as été élu publiquement par les professeurs, les gens du département. Aujourd'hui, on nomme ceux-là. Dans les dispositions à venir, les recteurs seront nommés. En quoi on veut lutter contre une corruption et on dit, d'abord ça concerne ceux qui sont élus, maintenant on prend des dispositions pour nommer là où on faisait une élection. Donc avec tout cela, moi, en tant que jeune, en tant que citoyen béninois, ça ne me rassure en rien. Nous allons pas à pas vers le gouffre et nous allons créer tellement de tombes à nos enfants, à nous-mêmes d'abord, à nos enfants, et la gestion dans le futur sera très difficile puisque nous sommes jeunes. On a vu comment les aînés ont fait la politique. Et quand quelqu'un jeune va prendre le pouvoir, quelqu'un va prendre le pouvoir, il va dire, bon, par le passé, les gens ont fait, rien ne s'est passé. Alors, il faudrait qu'on donne de bons exemples aujourd'hui. Est-ce qu'il faut craindre, en termes de reddition de comptes, que ce soit comme un paravent, pour que cet exercice qui était d'une manière ou d'une autre difficile, désormais, on considère que c'est un acquis, eh bien, le chien aboie, la caravane passe, et que les consciences soient
carrément déserté. Et je voudrais dire ma déception par rapport à l'allure que le débat a pris. Je le dis parce que je m'attendais vraiment à un débat technique. Et ça qui a d'abord m'a permis au départ donc, de nous mettre tous à l'aise en disant ma position par rapport à cette disposition qui a été... C'est le regard de votre vis-à-vis. Mais malheureusement, mon vis-à-vis, bon, j'ai compris qu'il a peut-être soit des comptes à régler au régime. Il y a des choses à reprocher au régime, donc c'est ça qu'il est en train de déverser. Vous pouvez dans votre démarche c'est ce que j'ai compris. Et on est sorti carrément du dossier pour citer donc, des exemples qui ne sont pas... parce que quand on parle de l'université d'Abomey Calavi et on dit les gens qui étaient élus mais qu'on veut les nommer, oubliant qu'il y a un décret qui nomme les recteurs, qui a toujours nommé les recteurs de l'université, même les doyens, qui a un décret qui les a toujours nommés. Donc je crois qu'il y a un petit problème qui se pose là parce que même quand même quand les étudiants élisent, les recteurs sont toujours nommés. En fait, c'est ça. Quand ils finissent l'élection, il faut que le gouvernement constate et qu'un décret nomme les recteurs. Ça va être comme ça. Pour revenir au sujet, donc, la question de la reddition de comptes. Pour parler de la reddition de comptes. Oui, plombée avec cette disposition non, elle n'est pas du tout plombée. Je vous dis que les tests ont été clairs. Un décret présidentiel, ou bien un décret du gouvernement viendra préciser, donner des précisions. Ça veut dire que quoi? Il y a encore une ouverture qui est laissée pour que certaines personnes, notamment par exemple les maires, qui gèrent l'argent de l'État, les fonds publics, soient quand même obligés de déclarer leurs biens à l'entrée de leurs fonctions et également au terme de leurs fonctions. Mais je dis, un chef d'arrondissement, nous en avons 546 au Bénin, d'accord? Il gère quel budget on lui a fait? Un chef de village, on lui a fait quel budget? On a fait quel budget à un député à l'Assemblée nationale pour lui demander après des comptes? Je crois que sur ce plan, les députés ont été quand même logiques en disant qu'il faut amputer cette disposition-là de la loi. Mais les maires, par contre, il faut les obliger, il faut les y obliger parce que eux, ils gèrent des fonds de l'État. Et quand les gens tournent leur regard vers les députés, ils disent les députés sont minoritaires parce que dans tout ça, ils ne sont que 83 sur 646 chefs d'arrondissement, 83 sur 77 maires, 83 sur des milliers de chefs quartiers et de villages. Je crois que c'est rien du tout. À partir de cet instant, on ne peut pas tenir compte de cette disposition-là et dire que la lutte est plombée et essayer donc de peindre à noir tout un travail qu'un régime fait depuis qu'il s'est installé pour que notre pays soit bien vu de partout, pour que les finances soient assainies, pour que la gouvernance soit quand même un exemple aujourd'hui de la sous-région et pratiquement au niveau de l'Afrique, parce que jusque-là, notre pays est félicité, notre pays est reconnu et j'ai demandé tout à l'heure qu'on cite un seul cas de malgouvernance, mais on n'y arrive pas. Pour évoluer, à ceux-là qui disent qu'un élu du peuple, et là, vous avez dit 83, ça fait 83 têtes. Et l'union fait la force, dit-on. 83 têtes pensantes, ça va être forcément plus impactant qu'une seule tête pensante, fut-il le chef de l'État. Alors que les députés ensemble prennent une décision, ça va plus impacter dans cette lutte que tous saluent, que le chef de l'État à lui seul qui prend un décret. Que répondez-vous à cela qui, de ce point de vue, exprime quelques craintes? D'abord, il y a une structure qui est en place, d'accord, pour lutter contre la corruption. Il y avait la NLC, qui était là depuis 2011. Vous avez vu les limites de la NLC. La NLC n'a du tout pas fonctionné. Elle n'a pas travaillé. Et je me rappelle, n'a pas du tout fonctionné. Non, mais je me rappelle qu'à l'époque, d'accord, j'avais animé un débat. Et je disais à l'époque que les gens avaient commis l'erreur, d'accord, de mettre la NLC sous la présidence. C'était une erreur très grave parce que ça n'allait pas fonctionner. Effectivement, on n'a pas eu de fruits concrets, de luttes, bien des actions de la NLC jusqu'à ce qu'elle ne soit éteinte pratiquement maintenant. Et aujourd'hui, cette loi a été revue. Ils sont en train de mettre en place maintenant un haut commissariat. Un haut commissariat à la prévention de la lutte contre la corruption. Voilà. Et donc, je crois que des instruments pour mieux lutter contre la corruption existent. Et n'oubliez pas la CRIET qui est déjà là. La CRIET à elle seule suffit déjà pour régler beaucoup de problèmes. Et avec ce haut commissariat, je crois que beaucoup de problèmes seront réglés. Le décret dont on parle viendra juste faire des précisions. C'est de ça, c'est-à-dire des décrets d'application de la loi. Pour toute loi, il y a tous les décrets d'application. Donc ça ne pose pas un problème qu'on dise que ce va prendre un décret. Ce n'est en violation d'aucune disposition légale en République du Bénin. Oui, monsieur le journaliste, et je dis encore merci à mon vis-à-vis. Et je vais revenir sur certaines choses que nous... Allez-y rapidement avant ma question. Et vous aviez dit à l'université, même si les étudiants, les professeurs élisent le recteur, c'est le
c'est un décret gouvernemental qui précise. Mais l'élection, même quand nous prenons le cas du président de la République, même si les citoyens élisent, c'est la Cour constitutionnelle qui valide les élections. Ce n'est pas un décret qui est pris. Donc, il faut toujours réglementer, il faut réglementer les choses. On ne peut pas élire avec les votes affichés à l'université que M. Joël est élu et avec 10 voix et vous n'êtes pas élu, vous avez 5 voix et un décret viendra dire que non, c'est vous. Donc cela voudrait dire que c'est juste pour pouvoir, comme l'université n'est pas indépendante, c'est sous un État, il faudrait avoir des dispositions pour coordonner le fait. Donc je reviens sur ça. Vous me dites, moi je ne sais pas une chose que je n'ai pas compris avant de venir ici. Aujourd'hui maintenant la loi est abrogée. Les maires qui sont en train de sortir... la loi n'est pas abrogée. Cette disposition, cette disposition de la loi a été abrogée. Oui. En déclaration en début en fin, ça n'existe pas. À l'heure où nous parlons. Maintenant, le maire qui a fini, qui veut être encore un nouveau candidat, comment il va dire, on peut lui dire, sur le volet de telle affaire, tu as détourné, tu as fait tel, et les biens sont là, présents, et on va l'empêcher pour aller aux élections. Mais ce n'est pas sur la base, M. Joël, ce n'est pas sur la base de la déclaration des des biens qu'on juge quelqu'un qui a géré des fonds publics. Je refuse, ce n'est du tout pas ça. Parce que si le texte, si ce n'est que ça, le maire, en fonction, peut prendre l'argent de l'État, acheter quelque chose et mettre le nom d'un cousin, le nom d'un frère, et puis sortir, vous dire qu'il n'a rien acheté, vous n'allez rien lui faire. D'accord? Il y a des audits, il y a des organes de contrôle qui existent déjà. Et donc, même quand vous quittez, que vous ayez déclaré vos biens ou pas, on peut toujours vous poursuivre. Parce qu'il y a toujours des preuves qui sont là. Il y a des organes, aussi bien étatiques que non étatiques, qui existent et qui surveillent le contrôle des actions de ceux qui gèrent les fonds publics. C'est dire que même si cette disposition n'avait jamais existé, on peut bel et bien lutter contre la corruption. Combien de personnes sous ce régime, depuis 4 ans qui est là, ont été interpellées par la justice, juste parce que à leur sortie de fonction, on a remarqué qu'ils ont acheté des choses qui dépassent tout ce qu'ils ont gagné pendant qu'ils étaient en fonction. C'est pour dire que... Et pourtant, il y a eu des luttes contre la corruption. Quand M. Komi Koutié a fini son mandat, est-ce qu'on vous a dit qu'on l'a jugé parce qu'il avait 10 immeubles ou bien parce qu'il avait 20 voitures? Non, du tout pas. On l'a jugé par rapport à d'autres choses. C'est après qu'on va regarder ce niveau-là. C'est pour dire qu'en réalité, depuis là, la lutte contre la corruption, c'est vrai que l'aspect de déclaration de biens à l'entrée et à la sortie après la fonction, ce n'est qu'un détail. Si on veut lutter contre la corruption, ce n'est pas sur ça qu'il faut se baser. Monsieur, nous revenons sur la même question. Les gens, on parle de, qu'on appelle enrichissement illicite ou blanchissement d'argent. C'est quand vous finissez de gérer. On peut aussi, d'une manière ou d'une autre, soudoyer ceux qui sont en train de faire l'audit financier de votre gestion. Donc, quand vous déclarez vos biens, et pourquoi on a dit qu'il y a des éléments, et si la personne déclare ses biens, et on constate que avec ce que la personne a dans son compte bancaire, parce qu'il y a la traçabilité de l'argent, avec ce que la personne a dans son compte bancaire, avec ce que la personne déclare, on dit, allons vérifier ce que la personne a eu à gérer. Si par mégarde, parce que dans ce pays, je vous ai déjà dit, quand on est du bon côté, la lutte n'est pas concrète. Si par mégarde, il y a une structure qui a dit, bon, tout est bien, et après on constate que dans son compte bancaire, avec les réalisations qu'il a eu à faire, nous constatons qu'il a tellement de fonds, d'autres personnes peuvent revenir, d'autres juridictions ou bien d'autres personnes qui, après avoir constaté ça, peuvent dire, il y a ci et ça. Donc, cette personne pouvait être traduite en justice. Pour ça, nous devons continuer à avoir la disposition pour que ça puisse mettre quelque chose dans la tête de ceux qui sont élus. En tout cas, les autorités sont à l'écoute, feront le travail qu'il faut. Permettez, on va évoluer. On ne peut pas de la lutte contre la corruption là. C'est pas parce que quand tous les maires du Bénin, ou bien tous les députés, ou tous les présidents de l'Assemblée qui ont passé par ici ont détourné là. C'est en ce temps qu'on ira faire la lutte contre la corruption. C'est quand une personne a eu à faire, ou 2 personnes là, qu'on va sanctionner pour pouvoir empêcher les autres de faire, parce qu'il y a une barrière qu'on dit, il faut qu'on déclare les biens. C'est pas parce que... C'est pas le nombre qui compte. C'est une seule tête qui peut avoir les... C'est que cette disposition revienne pour que le chef village, c'est-à-dire que prochainement... Non, le chef de village... puisse quand même déclarer ses biens. Même les 83 députés, Félicien Fayon, même les 83 députés comptent à ses yeux. Les maires, les 117 maires comptent. Les chefs de village, ils n'ont pas un budget. Et quand ils n'ont pas un budget, ils peuvent ne pas être... On peut ne pas
quand est-il demandé la déclaration de leurs biens. Mais excusez-nous, monsieur le journaliste, dans les arrondissements d'Akasato, de Calavi, oui. un CA ou un délégué n'est pas comme un CA de Dakar n'est pas un maire de Savalou ou bien de Kandi. Ah, oui, on a vu des choses comme des gens qui la vente des carrés, des trucs comme ça, on peut dire, monsieur là a été élu, il n'a pas un budget non plus, mais comment il a eu à avoir ça? Donc on peut, à partir de cette disposition qui existe déjà, en se basant sur la loi ou le test, la disposition qui existe, pour dire, mais vous êtes simple CA, voilà, comment ça s'est passé? Vous êtes tel, comment ça s'est passé? Donc, la loi, si les gens ont abrogé à un moment donné, c'est que ça les gêne. Pour vous, ça a toujours son utilité. Oui, mais merci à vous. J'ai voulu, il y a votre vis-à-vis tout à l'heure qui disait, tout compte fait, il faut saluer ce qui se fait et constater que le Bénin évolue. Sur ce chantier, c'est un blanc-seing qu'il faut plutôt décerner aux autorités. Souligne-t-il aujourd'hui le Haut Commissariat pour la prévention et la lutte contre la corruption? Si cela n'avait pas été envisagé, il fallait le faire, car la LNC a royalement échoué. Votre regard? Moi, aujourd'hui, je dis merci et je félicite Jean-Baptiste Elias. Vous le félicitez? Oui, même si c'est tardivement que les choses ont été données, parce que quand on parlait de quand il dit quitus fiscal pour faire passer les dossiers de candidature au niveau de l'Assemblée, il est monté, je crois que c'est là, à la radio Soleil FM, je ne sais pas, en tout cas sur une radio, on a eu ça sur WhatsApp, on a écouté l'audio, où il a déclaré, il a montré par A plus B que les gens n'étaient pas bien en face n'étaient pas régulés pour pouvoir aller aux élections, que la corruption, le favoritisme est toujours de mise dans ça. Ce qui me fait moi mal dans l'affaire là est qu'on confie de façon, même si c'est de façon transitoire, cette disposition, cet organe-là, à un ministre du gouvernement. Moi, je le considère comme ministre, même s'il n'est pas toujours actif, parce qu'il est toujours dans l'appareil d'État Koupaki, qui aujourd'hui est en train de jouer la transition. Mon vis-à-vis me dire qu'ils sont venus à la fin de leur, comment on appelle, de leur mandat. Oui, c'est ça. On a vu ici le cas du président, le médiateur de la République, où il est venu en fin de mandat, on l'a laissé, et il a pris même des décisions, parce qu'il n'était pas mis les 5 sages, et les 7 sages qui ont pris des décisions ici, et après on l'a reconduit. Récemment, j'ai lu dans les journaux et sur la toile que voilà, ce même monsieur est reconduit pour être médiateur. Il a fait même de dons pour lutter contre le coronavirus. Donc, dans cette disposition, pour être plus crédible, pour pouvoir laisser tout le monde, il faut laisser d'abord l'organe qui existe, prolonger leur mandat s'il faille d'abord, pour pouvoir voir dans quelle mesure changer les tests à la base. On peut ne pas créer autre institution ou bien autre structure, mais vous renforcez la structure qui existe. Si c'est pour détacher la structure que gérait Jean-Baptiste Elias de la présidence, ou la tutelle de la présidence, pour pouvoir lui donner plus d'autonomie, plus de moyens ou un budget pour pouvoir lutter contre la corruption, c'est autre chose que de confier d'abord à un ministre du gouvernement, à quelqu'un qui est proche du pouvoir, et on ne sait rien de ce qui se passe. Donc dans ce pays, je dis la lutte contre la corruption, on ne fait aucune lutte contre la corruption. C'est juste pour distraire l'opinion nationale et internationale qu'on est en train de faire quelque chose. Sinon, de façon franche, à mon avis, en prenant appui sur ces éléments que je vois, je pense qu'on est en train de faire lutte contre la corruption. Félicite, votre vis-à-vis pense plutôt qu'il fallait laisser la LC poursuivre le temps de tout apprêter d'abord que de faire la transition avec le ministre. Il n'y a rien à faire pour que le Béninois vous applaudisse. Ça, c'est clair. Vous n'avez pas dit ça. Non, mais c'est clair. Vous voyez des Béninois applaudis, quand même, il y en a. Mais lui, il dit merci. Lui dit merci. Je le dis parce que soyez honnête. M. Julien, du début jusqu'à la fin, n'a même pas, au moins moi j'ai eu quand même l'amabilité de dire au début que je ne suis pas convaincu totalement de la nécessité, de l'opportunité d'amputer cette disposition de la loi. Je l'ai quand même dit. Mais lui par contre, du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui soit bon. Même la lutte contre la corruption, pour lui c'est que ce n'est même pas bon. Et donc son avis sur la NLC, c'est que ça ne me surprend pas. Parce qu'en réalité, je ne sais pas ce qu'il condamne là. Si la NLC déjà avait été donc rattaché à la présidence de la République depuis le début, depuis 2011, c'était comme ça dans la loi, et que la mandature qui est là a fini, et qu'on demande à cette mandature de passer service au secrétaire général, à la présidence, parce qu'en réalité c'est ça, ce n'est pas un ministre du gouvernement, il a juste rang ministre d'État, d'accord, c'était général de la présidence, le temps que des réflexions se poursuivent, et ça n'a même pas fait 1 mois, 2 mois, que la mandature qui est là a fini, et qu'on demande à cette mandature de passer service au secrétaire général, à la présidence, parce qu'en réalité c'est ça, ce n'est pas un ministre du gouvernement, il a juste rang ministre d'État, d'accord, c'était général de la présidence, le temps que des réflexions se poursuivent, et ça n'a même pas
une loi a été introduite pour créer le Haut Commissariat. Ça veut dire que ce n'est pas pour que le ministère puisse gérer des dossiers, pour que le ministère puisse connaître des dossiers de corruption. Ça n'a pas été le cas. C'est pour dire que on ne veut pas tuer l'institution sans créer quand même une autre, sans faire des propositions alternatives. C'est tout ce qui a été fait. Et il y a un Haut Commissariat qui a été donc créé. La loi a été déjà votée. Il reste que la Cour donne son avis, que la promulgation soit faite et que c'est fini. Et que l'organe soit installé. Et vous allez voir, ce ne serait pas forcément aux mains de M. Koupaki. Ce n'est pas évident. Et donc, dire que au vu de cela, c'est qu'il n'y a aucune lutte qui se fait contre la corruption. Je crois que ce n'est pas trop juste. Ce n'est pas trop juste parce que même les téléspectateurs qui nous suivent vont dire non, mais il n'est pas juste dans ce qu'il dit. Il ne peut pas dire que rien ne se fait. Parce que moi, je me rappelle encore que M. Touboula est à la maison. Je sais que M. Daouri a perdu son poste. Je sais que Atta Ouenouro, étant député, a été poursuivi jusqu'à perdre même son immunité et tout ce qu'il faut. Il est même en prison en ce moment. Donc, je me rappelle qu'il y a plusieurs cadres comme ça. Il y a des directeurs qui ont été radiés, des policiers qui ont été radiés. Je crois quand même qu'il y a eu des actes qui ont été posés pour dissuader ceux qui sont habituellement auteurs de la corruption. Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre votre taxi de Cotonou jusqu'à Malanville sans qu'aucun policier ne vous arrête pour vous demander de l'argent. Je crois que c'est un début. Pour qu'aujourd'hui, dans les mairies, des gens aient peur. Pour que dans les arrondissements aujourd'hui, puisque le cas de l'ancien CA de Godomé est encore là, des arrondissements aujourd'hui, des gens aient peur de prendre encore des commissions, de fausses commissions lorsqu'on vend des carrés. Donc je crois que des actions ont été menées, des luttes ont été menées, il faut les saluer au lieu de dire... Alors oui, Justin, je n'avais pas un exemple que mon vis-à-vis vient de donner, l'ancien CA qui, pour fausses commissions, juste pourquoi la loi là on veut abroger si les gens n'ont pas de budget mais qui pourrait à un moment donné à la fin de leur mandat ou bien au cours de leur exercice peut avoir des malversations financières. Je voudrais dire par rapport au cas de Touboula que les gens citent pour dire de la corruption. Vous voyez le cas de Touboula a été suscité à quel moment? Au moment où les élections législatives battaient des pleins, l'opposition veut aller aux élections, la mouvance, tout le monde criait ça. Et on a mis ça là pour pouvoir, comment est-il, distraire le peuple. Parce que pourquoi moi je dis ça? Il y a Métoyon qui a été envoyé en prison. Et Métoyon, avec ce qui est reproché à Métoyon, ce qui est reproché à l'autre, comment on appelle, à Touboula dans son dossier, vous voyez qu'il n'y a pas même match. Mais l'autre est déjà libre de ses mouvements avec grâce. Métoyon a été condamné? Métoyon je dis Métoyon. Est-ce que Métoyon a été condamné? Il est à la prison depuis. Est-ce qu'il a été condamné? Mais Touboula, par contre, a été condamné. Donc, une fois condamné, ce qui a été fait là est possible. Une fois que vous êtes condamné et que la justice vous a déjà sanctionné, c'est ce qui vous attend. Le reste, il y a des actions qui ne sont pas obéies. C'est juste c'est ce que je vous dis pour la lutte comment il dit, est sélective. On accélère des dossiers. Quand les gens veulent dire peut-être qu'on veut faire une grâce présidentielle, ou les gens peuvent accélérer un dossier parce qu'ils ont le pouvoir étatique aujourd'hui et ils vont avoir la fin qu'ils veulent. Sinon, on ne peut pas comprendre le cas de Touboula et le cas de Métoyon aujourd'hui. Donc vous croyez je crois jusqu'aujourd'hui que ce que nous sommes en train de faire là, c'est juste, dans ma langue maternelle là, on dit Ebou Adjoburu Noir de Monokpa. C'est-à-dire en français, c'est-à-dire c'est une danse qu'on appelle la jobo, les gens dansent et puis chaque fois les gens tombent sur l'autre, mais on n'arrive pas à se bagarrer, mais l'autre vient, il tombe sur l'autre et le fou dit mais ça là, ils se sont dit entre eux avant de faire ça. Ce que le cas de Touboula, moi je pense qu'ils se sont dit entre eux avant que nous n'ayons ces résultats, parce que quand Touboula était quand le cas de Touboula est venu, alors vous Félicien, on continue. S'il vous plaît. Je pense que j'ai mis le verbe s'il vous plaît. Vous, s'il faut des actions pour vous rassurer de ce que oui, le Bénin est sur la bonne voie en ce qui concerne cette lutte plutôt, quelles doivent être ces actions? Je pense d'abord que nous devons renforcer la démocratie. Parce que quand il n'y a pas la démocratie... Vous concluez? Oui. Quand il n'y a pas la démocratie, tout est faussé. Le chef peut décider de couper la tête de qui, pour faire peur à qui il veut, ou bien pour faire plaisir à qui il veut. Mais quand la démocratie existe et les institutions de l'État sont autonomes, la justice a le pouvoir qu'elle devait avoir. On peut parler de la... Merci beaucoup. Votre conclusion? Mais je pense qu'il faut quand même encourager le président Patrice Talon et son gouvernement dans la lutte qu'il mène contre la corruption, parce que des gens avaient toujours cru dans ce pays que sans la haute cour de justice, on ne peut pas sanctionner un député, mais aujourd'hui au Bénin, on a sanctionné un député sans la haute cour de justice. Il y a d'autres dispositions qui sont prises et il faut les saluer. Merci à vous, Félicien Fagnon. Merci également à vous, monsieur Julien Kansou. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour le numéro du jour 100%
Bénin. Je vous accompagne sur cette citation de l'écrivain, journaliste et dramaturge uruguayen Uduardo Galeano. Je le cite, « Nous vivons, dit-il, dans un monde où les funérailles comptent plus que l'homme mort, le mariage plus que l'amour, le vrai, le physique plus que l'intellect. Nous vivons dans la culture de l'emballage qui méprise le contenu. Rien que du vent. Prenez garde pour ne pas vous faire emporter par du sérieux. Mesdames, Messieurs, à très bientôt pour notre plateau de 100% Bénin. Au revoir.